Bonsoir à tous. Bienvenue à cette premier budget de la grande ville de Plessisville, aujourd'hui le 22 janvier 2024. Alors, on est bien fiers, la première fois aussi qu'on siège à 13 élus. On était supposé être 14, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, bienvenue à tous. On va s'asseoir pour commencer. Merci. On a une bénédiction. Normalement, la période de questions est au début de l'Assemblée publique, mais étant donné que c'est une séance spéciale qui est faite juste pour déposer le budget, après la déposition du budget, il y aura la séance publique. Étant donné qu'on va attendre la présentation du budget qui va être faite par nos trois trésors, M. Carl Mailloux, M. Jean Mercier et Joanne Dubois. Et puis, à la fin de la présentation du budget, bien, ceux qui auront des questions pourront poser des questions sur le budget. On reviendra plus tard pour la séance publique. On est 13 élus, on est censé être 14 élus, mais comme vous avez vu dans notre projet, dans notre étude de regroupement, les élus avaient la possibilité d'opportunité de démissionner maintenant, aller jusqu'au 31 janvier. Fait qu'il y en a un aujourd'hui qui a décidé de démissionner, de prendre cette opportunité-là, qui est M. Jean-Philippe Nadeau. Jean-Philippe a rendu des grands services ici à la ville. Il était ici depuis 2009. Ça fait 14 ans qu'il était ici. Jean-Philippe a fait des grandes choses. Il était assez jeune, comme vous pouvez voir. Il était assez jeune quand il a été élu pour la première fois. Fait qu'on remercie Jean-Philippe pour tout le bon travail qu'il a fait. Jean-Philippe avait une mémoire extraordinaire de toutes les résolutions qu'on passait ici. Puis on le remercie grandement pour tout son travail après 14 ans. On comprend qu'après 14 ans, quelqu'un peut avoir envie de prendre une pause. Fait que ceci étant dit, on va commencer. Vous savez aussi qu'on est deux maires en alternance. Fait que moi, ce soir, je vais présider l'Assemblée de ce soir, mais la prochaine Assemblée publique, ça sera Jean-François qui va présider, puis on va marcher en alternance comme ça, de mois en mois. Je vais me lever souvent, je vais me... Ah non, je vais pas le ça. faire. Il m'a dit que c'était lui qui prenait la responsabilité de répondre à toutes les questions. On va commencer par l'adoption du procès-verbal des deux dernières d'une réunion qu'il y a eu le 15 janvier, la semaine passée. Oui. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, un appuyeur pour le procès-verbal du 15 janvier. M. Martin Nadeau propose et est appuyé par M. Marc Gendron. On continue avec le deuxième point à l'ordre du jour, qui est l'adoption des prévisions budgétaires 2024, commencé par M. Carl Mailloux. Il va nous faire une présentation au tableau. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la présentation du budget 2024 du Grand Plessisville, notre premier budget du Grand Plessisville. Donc, on est très fiers de vous présenter ça ici. On va commencer par vous imaginer $1 des taxes ou des revenus, où est-ce qu'ils vont? Donc, vous voyez ici qu'il y a, on vous a imagé ça en petit graphique, là, ici. Il y a un 15 sous sur le dollar qui s'en va en administration, 14 sous qui s'en va dans la vie citoyenne. Plus tard dans la présentation, on va vous présenter, là, grosso modo, le montant total, exemple d'administration, puis qu'est-ce que ça compose tout ça. On va y venir plus tard. Vous avez 17 sous en travaux publics, tout ce qui est voirie, les chemins, etc., l'entretien des rues. 15 sous sur l'hygiène du milieu, ce qui est eau potable, eau usée pour les gens. L'urbanisme aussi, un 6 sous. 15 cents pour le financement, tout ce qui est remboursement du capital et des intérêts sur les règlements d'emprunt que la Ville a contractés. 13 sous pour la quote-part de la MRC de l'érable, puis finalement vous avez un 5 sous pour la Sûreté du Québec, là, notre quote-part, pas notre quote-part, mais notre facture de Sûreté du Québec là, annuelle qu'on a. Ici aussi, vous avez les revenus de la Ville. On vous a imagé ça en termes de pourcentage d'où ce qui proviennent les revenus.
dans le budget. On va vous présenter plus tard les revenus totaux. Donc, vous avez 71,8 qui vient des taxes foncières qui est chargé. Donc, 41 environ pour le résidentiel et un 30 qui vient de tout ce qui est autre que résidentiel, agricole, commerce, industrie, etc., forestier aussi. Vous trouvez tout ça ici. Puis vous avez 28 qui proviennent d'autres revenus. Exemple, des droits de mutation, les contrats d'infraction, les frais sur les contrats d'infraction. Vous avez aussi les subventions du gouvernement qui représentent 17 des revenus. Puis vous avez aussi la tarification sur certains loisirs, exemple l'aréna. Quand du monde joue au hockey, exemple, il paye un frais de location de glace. Bien, tous ces revenus-là se trouvent là-dedans. Ensuite de ça, une marque symbolique due au recoupement du Grand Palais civil, on a atteint le 1 milliard d'évaluation foncière dans le grand territoire. C'est quand même une marque symbolique. Vous avez un 760 000 qui vient du résidentiel, puis le restant est pas mal partagé dans les différents secteurs. Là. À peu près 10 dans chacun, les commerces et services, l'agricole et forestier, puis les industries se partagent le restant là, à part égale environ. Là. Mais il faut mentionner aussi qu'on marche sur un nouveau rôle d'évaluation. On marchait sur un rôle d'évaluation 2021-2023 et en septembre 2023, l'évaluateur de la MRC nous a déposé un nouveau rôle. On va vous présenter ici les augmentations du nouveau rôle 2024 à 2026 selon les secteurs, selon les types d'unités. Vous voyez ici qu'il y a le résidentiel. Vous savez comme moi que le marché immobilier là, a monté en flèche durant les dernières années. Donc, ça a fait monter aussi les évaluations des différentes unités. Le résidentiel, vous voyez, tout ce qui est en rouge, c'est l'ancien territoire de la paroisse. Tout ce qui est en vert, c'est l'ancien territoire de la ville. Vous avez environ 29 si on arrondit de résidentiel d'augmentation totale. Vous comprendrez que c'est une moyenne. Donc, il y a des résidences qui peuvent avoir monté beaucoup plus que le 29 puis il y en a qui peuvent avoir monté beaucoup moins que le 29 donc, vous comprendrez que c'est une moyenne. Là. Si vous regardez votre évaluation, vous voyez, exemple, un 40 d'augmentation, bien, c'est parce qu'il y a d'autres gens qui ont monté juste de 20 d'évaluation. Également, les 6 logements et plus. Ancienne paroisse, il y en a seulement un, donc on l'a calculé, c'est 30,5. Puis en ville, vous avez un 18,6 environ. Le commercial, lui, il a monté de 25,5 en ancienne paroisse, l'ancienne territoire de la paroisse, 17,4 dans l'ancien territoire de la ville. Industriel a monté de quasiment 20 en l'ancienne paroisse, 8,2 dans l'ancienne ville. L'agricole, l'ancienne paroisse a monté de 21,9. En ville, on a seulement 2 terrains agricoles, donc ça a augmenté de 58,5. On a pu les calculer facilement. Puis le forestier, il en a seulement en paroisse, donc ça a augmenté de 38,9. C'est sûr que ça peut faire peur de même de dire qu'on augmente de 29 d'évaluation, mais vous comprendrez qu'on a le taux aussi qu'on peut jouer dessus. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une augmentation de taxe de 29 Alors, on a diminué le taux en conséquence pour fitter avec notre budget si on veut. Je vais passer la relève à mon collègue Jean Mercier qui a beaucoup travaillé sur les taux de taxation. Il a fallu un peu se partager la tâche cette année vu qu'on a un budget regroupé, donc on avait du pain sur la planche. Donc mon collègue Jean a beaucoup travaillé sur les taux de taxation qu'il va vous présenter maintenant. Pour faire suite à ce que Carl disait au niveau du nouveau rôle d'évaluation, il y en a qui pourraient faire un lien que le nouveau rôle d'évaluation, il y a un impact dans le nouveau rôle d'évaluation dû au regroupement des 2 municipalités. Ça n'a aucun impact, parce que le nouveau rôle d'évaluation, il est toujours basé sur un mois précis, une année. Le rôle qui rentre en vigueur en janvier 2024 est basé sur le mois de juillet 2022. À ce moment-là, on n'était pas regroupés. Donc, la valeur des bâtiments est en fonction du marché du mois de juillet 2022 dans chacune des municipalités. L'évaluation, c'est toujours comme ça. Donc, ils mettent un moment précis où ils arrêtent l'évaluation pour constituer le nouveau rôle. Fait que si vous vous placez à l'été 2022, il y avait un boom immobilier. Nous autres, on le voyait ici dans les transactions, dans les ventes. Là, les maisons se vendaient à un prix astronomique. C'était le plus haut taux, même, je dirais que c'était meilleur que cette année en 2023.
Donc, a fallu, avec l'explosion des évaluations, a fallu ajouter le rôle, ajouter les taux de taxation. Il faut penser aussi qu'en paroisse, c'est la première année qu'on utilise la taxe à taux varié. Avant, la paroisse était à un taux unique. On voit ici, en 2023, dans toutes ces catégories, la paroisse est à 91,1 sous du 100 d'évaluation. Il y a 6 catégories. Il y a le résidentiel, les 6 logements et plus, les terrains vagues desservis. Quand on dit terrain vague desservi, c'est un terrain qui est desservi aux 2 services, eau potable et eau usée. Aussitôt qu'il y a un service qui n'est pas existant, on ne peut pas considérer un terrain comme étant vague desservi. Donc, mettons, dans un rang, il y a quelqu'un qui a un terrain vague, il ne sera jamais taxé en terrain vague desservi parce qu'il n'y a pas les services d'eau potable et eau usée. Le commercial, l'industriel, l'agricole et le forestier. Le forestier a été ajouté il y a quelques années, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il existe. Donc, comme vous vous souvenez, vous voyez en 2023, donc la paroisse était égale partout. La ville, elle, utilise des taux variés depuis 2017, à ma mémoire. Donc, on avait un taux résidentiel qui était de 1,1650, 1,20 en 6 logements, 2 $ en terrain vague, 1,94 en commercial, 2,1 et 1,65 en agricole. En passant en agricole, comme Carl vous disait, on a seulement 2 unités. Okay? Et là-dedans, il y a un gros bâtiment agricole. Donc, c'est difficile dans notre cas. Tantôt, on voyait que l'agriculture avait monté de 58 % en ville. Ce n'est pas très représentatif parce que ce n'est pas des terres, c'est plus des bâtiments agricoles. Comme prévu, on avait dit que la dette de l'ancienne paroisse restait aux anciens citoyens de l'ancienne paroisse et la dette de la ville, de l'ancienne ville, reste aux citoyens de l'ancienne ville. Donc, on s'est donné 5 ans pour harmoniser les taux de taxation entre les 2 municipalités selon le décret. Prenons la classe résidentielle. Pour l'année 2024, on met un taux de 0,6572 avant dette, plus 7,88 de dette, ce qui va faire un taux de 73,60 au lieu de 91,1. Comme vous avez vu tantôt, vu que l'augmentation moyenne des résidences était autour de 29 % en paroisse, on a abaissé les taux pour pas que ça fasse une facture exorbitante aux gens de la paroisse, comme pour les gens de la ville. La même chose, on voit dans le résidentiel, le citoyen de la ville passe de 1,65 à 0,8849. Ce qui fait que on voit ici la dette qui est plus élevée en ville, donc le citoyen de la ville paye plus cher de dette, et ça va être bon pour au moins une vingtaine d'années. Parce que les dettes qu'on a contractées actuellement, les plus récentes, donc les dernières, sont sur 20 ans. Donc, ça va prendre 20 ans avant qu'ils s'éteignent complètement. À partir de l'an prochain, les nouvelles dettes qui vont se contracter cette année vont s'ajouter. Il va y avoir une deuxième ligne. Par exemple, en paroisse, ça va être le taux de base, l'ancienne dette, la nouvelle dette, qui va être égale, cette nouvelle dette-là, entre les citoyens des deux municipalités. Donc, dans le 6 logements, si on descend, le taux en paroisse, il y a un seul 6 logements et plus à la sortie de la ville, c'est la rue Saint-Louis, fait que c'est pas une grande catégorie, tandis qu'en ville, on en a plusieurs. Donc, en ville, le taux, ça baisse. Dans toutes les catégories, le taux baisse. À part au niveau des terrains vagues desservis en paroisse, il y en a un seul, terrain vague desservi en paroisse. En ville, il y en a plus. Pensons juste au secteur La Samar, où ce que les rues sont faites, que les services sont rendus, puis que les terrains ne sont pas encore vendus. L'objectif des terrains vagues desservis, des taxés plus hauts, c'est d'amener les promoteurs à vendre le plus rapidement possible leur terrain, parce que ce qu'on cherche, c'est des valeurs foncières plus élevées avec des bâtiments sur ces terrains vagues-là. Au niveau commercial, comme il avait été prévu dans l'étude de Raymond Chabot, pour la première fois, les commerces de la paroisse vont être taxés plus élevés. L'industriel, on le voit aussi, c'est plus élevé que le résidentiel. Avec les taux variés, c'est ce qu'on peut faire. Au niveau de l'agricole, le taux va être plus bas que le résidentiel. Parce qu'au niveau agricole, avec les taux variés, on a le droit d'avoir un taux moins élevé que le taux résidentiel. Le taux agricole ne peut jamais dépasser le taux résidentiel. Il peut être jusqu'à 66,6 % du taux résidentiel.
Donc, il pourrait être encore abaissé. Le taux forestier, c'est les mêmes règles que le taux agricole. Il peut être pas plus haut que le taux résidentiel, mais pas plus bas que 66,6% du taux résidentiel. Fait que c'est comme ça qu'on a établi les taux de taxation. Là, vous allez me dire, ça a quoi comme effet sur les gens en général? Donc, ici, si on commence par l'ancienne paroisse, une maison moyenne en paroisse dans l'ancien Rose, c'était 182 406 et est rendue à 234 000 dans le nouveau Rose. Donc, une maison qui a monté de 29, comme on vous a parlé tantôt, est passée de 182 000 à 234 000. Là, je prends une maison desservie en eau potable eau usée. Donc, l'an passé, son compte de taxe était à 1661,72, en aqueduc 648, 150 pour les poubelles et matières résiduelles. Donc, son compte était de 2459. Cette année, son taux, comme on l'a présenté tantôt avec le taux qu'on a présenté sur sa taxe foncière de base, c'est de 1725. On a pour l'eau potable, l'eau usée, 668, 135 pour les poubelles. Donc, cette maison-là monte de 68,44 pour un pourcentage d'augmentation de 2,78. À la paroisse, on a des résidences qui sont desservies uniquement par le service d'eau potable, qui n'ont pas le service d'égout. Donc, on fait le même calcul avec la maison moyenne. Dans ce cas-là, ça donne une augmentation de 3,28 %. Quand une maison est totalement non desservie, donc sans service d'eau potable ni égout, toujours avec la même maison moyenne, on a une hausse du compte de taxe de 2,67. Au niveau du 6 logements, la catégorie des 6 logements, ça va leur donner une hausse de 1,45 %. Si on va... Je suis revenu. Et voilà. Désolé. Donc, c'est bon. Au niveau commercial, comme il était prévu, la taxe à taux varié ne s'est jamais appliquée au niveau commercial et industriel en paroisse. Donc, c'est eux qui vont subir les plus hautes augmentations dans les 5 prochaines années, parce qu'il va falloir les ramener avec le taux industriel et commercial de la ville. Donc, comme prévu, il y a une augmentation de 17,26 % pour les commerces et 18,49 % pour les industries du secteur de l'ancienne paroisse. Pour l'agricole, ça va faire une baisse de 2,88 % en moyenne du compte de taxe pour l'agriculture et pour le forestier de 10,8 %. Ça, c'est pour le secteur ancienne paroisse. Si je vais dans le secteur ville, ancienne ville, donc le compte de taxe de l'ancienne ville, en passant sur les 2500 unités de la municipalité, seulement 2 ne sont pas desservies en eau potable et eau usée. Donc, ce qu'on a fait en ville, on a monté le taux d'eau potable eau usée de 325 à 410 $ pour l'année, de façon à s'assurer que les revenus qu'on obtient de ces 410 $-là et de ce que vous avez vu tantôt en paroisse viennent couvrir les dépenses d'eau potable et d'eau usée. Parce que ça ne peut pas être les gens qui n'ont pas le service d'eau potable d'eau usée qui payent pour le service d'eau potable d'eau usée. Donc, c'est important d'ajuster nos taux. En ville, avant, c'était moins important parce que tout le monde, comme je viens de vous expliquer, était desservi. Mais là, avec la paroisse, beaucoup de gens ne sont pas desservis. Fait qu'il a fallu ajuster les taux. Donc, en ville, pour l'eau potable, l'eau égout, l'égout, je veux dire, ça monte de 85. Par contre, au niveau de la taxe foncière, ça baisse de 12,29 pour la maison moyenne et ça baisse de 22 $ pour les poubelles, ce qui fait que ça fait une augmentation de 2,25 % pour une maison moyenne desservie en ville. Vous voyez que la maison moyenne desservie, la maison moyenne en ville est moins élevée, la valeur est moins élevée qu'en paroisse, ce qui est normal parce que les maisons, il y a plusieurs maisons en ville qui sont des maisons de plus basse valeur. En paroisse, il y a des quartiers plus riches, donc des maisons de plus grande valeur. Il y en a plus en paroisse qu'en ville. Ce qui fait que ça fait une moyenne comme ça. Au niveau des 6 logements en ville, ça devrait donner une augmentation de 1,11 %. Les commerces en ville de 2,4 %. L'industrie de 3,44 %. Donc, ça vient compléter
les hausses en pourcentage d'évaluation pour l'année 2024. C'est parce que c'est un petit peu Marie-Pierre, il m'est venu. L'évaluation, tantôt Carl le disait, dans une même rue, vous pouvez voir des maisons augmenter jusqu'à, je vous le dis, jusqu'à 60% d'évaluation, puis d'autres à 0% d'évaluation. Ça, c'est pas sous notre contrôle. C'est la MRC qui est le service d'évaluation. Donc, les gens qui vont recevoir une évaluation, ils vont penser qu'elle est trop élevée, bien, ils ont le droit de contester l'année du rôle à la MRC. Ce n'est pas à la Ville. Nous, on n'a rien à voir au niveau du service d'évaluation. Donc, la contestation se fait auprès de la MRC pour ça. Donc, on va voir environ, en Ville, 46% des résidences qui vont baisser, avoir une stabilité dans le compte de taxes ou même baisser, qu'on a 54% qui vont avoir un compte de taxes qui va augmenter de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12%, étant donné l'évaluation foncière qui va être différente d'eux. Pour ça que quand on vous parle d'une moyenne de 2 points que, ça veut dire qu'il y en a qui vont monter de 11, mais s'il y en a qui montent de 11, il y en a qui vont baisser de 11. Ça, c'est pas sous notre contrôle. Moi, depuis que je travaille ici, c'est la première fois que j'ai un rôle qui est aussi avec de grands écarts, mais ça, c'est dû au marché immobilier des dernières années. En paroisse, c'est à peu près les mêmes statistiques. Près de 50% des gens vont avoir des résidences qui vont avoir une baisse du compte de taxes sous stable et l'autre 50% va avoir une hausse. Ça peut être une hausse de 0,5%, 1%, dépendamment de leur évaluation. Ce que vous comprenez, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que nous autres, on amène un taux de taxe à un niveau moyen pour ne pas aller chercher des revenus indûment, d'avoir juste 2%, comme vous pouvez voir en moyenne, 2 à 3%, mais chaque personne, l'année d'un nouveau rôle, est impactée de façon différente. Bonsoir tout le monde. Je prends 30 petites secondes pour me présenter. Il y en a qui se demandent peut-être si Justine Fecteau, la directrice générale, a subi une chirurgie depuis la semaine dernière. Non, pas du tout. Je m'appelle Marie-Pierre Paquette, je suis directrice de la vie citoyenne, chargée de projet à la direction générale. Je remplace ce soir Justine Fecteau qui a un contretemps familial de dernière minute. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour vous présenter, comme mon collègue Carl le parlait tantôt, la répartition du budget selon les différents secteurs d'activité. Donc, si on commence par les dépenses en administration qui représentent à peu près 3 millions de dollars sur le budget total de la Ville, il y aura différents projets qui vont se poursuivre cette année, notamment la campagne de sensibilisation sur l'économie d'eau potable qui est entreprise en 2023. Le réaménagement des bureaux à l'hôtel de ville et au bureau municipal, suivant généralement le regroupement de la ville et de la paroisse. Il y aura différentes acquisitions de logiciels et également l'installation d'une nouvelle borne de recharge double au bureau du service de l'urbanisme, qui est le bureau municipal de l'ancien territoire de la paroisse. L'élaboration d'un plan stratégique et différentes mesures en lien avec le conseil transitoire qui va être en fonction jusqu'à 2025. Au niveau de la vie citoyenne, des dépenses de l'ordre d'environ 2,9 millions de dollars, principalement pour soutenir les 54 organismes communautaires qui se trouvent sur le territoire et bonifier l'offre d'activités, d'événements touristiques communautaires et aussi l'offre d'animation aux 2 bibliothèques qui se trouvent sur le territoire du Grand Plessis-Ville. Il y aura aussi différentes dépenses en infrastructure de loisirs, que ce soit au terrain de balle-molle, sur les terrains de tennis où il y aura du lignage de pickleball qui sera fait. Il va y avoir des adaptations à la piscine municipale pour répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite, ainsi que l'achat de différents équipements de sécurité et techniques à l'Arena et au Carrefour de l'Érable. Au niveau des travaux publics et du génie, donc on parle de dépenses de 3,6 millions de dollars cette année. Il y aura, comme à l'habitude, des dépenses au niveau de la voirie, que ce soit pour colmater des nids de poules, faire du scellement de fissures. Il y a du pavage et de la réfection de rue qui est prévu à différents endroits du territoire. Il va y avoir une mise à niveau de la caboose. Quand on parle de la caboose, c'est la halte qu'il y a sur le parc régional, le parc linéaire des Bois-Francs à Plessisville. De l'entretien de la plantation d'arbres, de l'ajout de mobilier urbain à la halte Kelly. Et aussi la poursuite du plan d'action pour la lutte à la grille du frein.
Sur le plan de l'hygiène du milieu, donc différents projets d'entretien, autant à l'usine de filtration qu'à l'usine d'épuration des eaux. Il y a un plan de protection de la prise d'eau brute qui est en cours actuellement et on va aussi lancer une nouvelle mouture de notre plan de lutte au changement climatique. Voilà. Au niveau de l'urbanisme, du développement durable et du développement économique, des dépenses de l'ordre de 1,2 million, principalement pour acquérir un nouveau logiciel de gestion des permis en ligne pour offrir une valeur ajoutée là, à nos citoyens. La poursuite des démarches d'agrandissement du parc industriel, nouvel achat de barils récupérateurs d'eau de pluie. Là, comme vous le savez, il y a un programme de subvention pour permettre aux citoyens de les acquérir à prix modique. La refonte du plan d'urbanisme et la révision de tous les règlements qui est entraîné par le regroupement de la ville et de la paroisse et l'achat de stations pour la réparation de vélos. Ensuite, au niveau santé et bien-être, le maintien des subventions pour les produits d'hygiène réutilisables et il y a aussi une portion des dépenses qui vont au soutien d'une portion du déficit d'exploitation de l'Office régional d'habitation de l'Érable. On a un montant de 2,8 millions qui est réservé pour la quote-part qu'on doit verser annuellement à la MRC de l'Érable. Il y a aussi une portion du budget qui va à la Sûreté du Québec pour soutenir la ville dans différentes activités de sensibilisation à la sécurité routière. Et je laisserai peut-être Carl parler un petit peu plus en détail de la portion qui va là, au financement de la dette. Oui, ce qui est côté financement, ce qu'on parle là-dedans, c'est exemple, on refait une rue, on construit une piscine, on construit un aréna, etc. Ces dépenses-là sont financées par un règlement d'emprunt qu'on appelle, puis nous, à la Ville, seulement on utilise des règlements d'emprunt sur 20 ans. Donc, ces règlements d'emprunt-là, on verse une partie capitale, une partie intérêt à chaque année. Donc, toutes les portions capitales et intérêts des règlements d'emprunt se situent dans le 3.1. Donc, c'est ce qu'on va rembourser durant l'année 2024 de règlement d'emprunt à chaque année. Vous savez, c'est sûr que ça impacte la hausse des taux d'intérêt, donc on voit un peu le chiffre monter, là. Les règlements d'emprunt, habituellement, sont refinancés aux 5 ans, donc là, les taux d'intérêt sont quand même hauts. Ils commencent à baisser un petit peu, c'est déjà bon signe, mais on paye des plus hauts taux d'intérêt que dans le passé là, suite à ça. Puis également, on vous présente aussi la dette de l'ancien territoire de la paroisse, la dette nette, c'est-à-dire les règlements d'emprunt, moins les subventions accordées par le gouvernement qui remboursent une partie des règlements d'emprunt. Donc, l'ancienne paroisse se situe nette à 7,8 millions, puis l'ancienne ville à 21,6 millions de dettes nettes là, à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si tu veux faire le sommaire, les faits saillants du budget. Oui, je peux le faire exactement. Donc, les revenus totaux de la municipalité pour suffire au budget 2024 sont de 21,3 millions. J'avais présenté tout à l'heure qu'il y avait 71% qui venaient de la taxation et environ 28-29% qui venaient de tout autre service que la taxation. Donc, qui représente le 21,3 millions. On réussit quand même à garder le taux de taxation agricole et résidentielle inférieur à 3% malgré toute l'indexation du coût de la vie. Vous subissez à chaque jour, en fond, la grosse inflation qu'il y a présentement et tout, hausse des taux d'intérêt, etc. Donc, on réussit à tout suffire ça. Puis également, on doit avoir 63,6 millions d'investissements en 2023 appelés civils. 51 millions à l'ancienne ville. Ben, ça, c'est le total des investissements là, totaux, là, si vous voulez. Là. On avait 51 millions d'investissements totaux dans l'ancienne ville, l'ancien territoire de la ville, et 12,6 millions à l'ancien territoire de la paroisse. Imaginez 2024. Ouais. Pour terminer, un mot sur le programme quinquennal d'immobilisation. Je vois Jean s'en venir. Je pense que... Non, c'est pas pour ça. Ah, OK. Bon. Pour la question, période de questions. OK, bon, c'est bon. Ben, je te laisse aller, Carl. Alors, on vous présente un programme quinquennal d'immobilisation. Habituellement, dans le passé, on présentait un programme triennal. On a changé pour un programme quinquennal, c'est-à-dire sur les 5 prochaines années, combien qu'on pense investir dans les immobilisations. Pour 2024, pour 2024, on va avoir 22 millions de projets d'investissement qui vont être réalisés pour le programme quinquennal. Donc, vous voyez ici les montants des différents
des différents secteurs. On peut trouver aussi les travaux routiers, infrastructures routières, qui est très important, de 16,7 millions. Mais vous comprendrez que tous ces montants-là, il y a une partie de ces montants-là qui sont financés par des subventions du gouvernement. C'est pas uniquement financé par des règlements d'emprunt, comme je parlais tantôt, là, de la dette. Là. Donc, c'est pas mal ça. Puis vous avez 2,2 millions en hygiène du milieu, qui est quand même aussi important, puis 1,2 million en développement durable là, à ce niveau-là. Donc, c'est ça, 22 millions de prévus en termes de programme quinquennal d'immobilisation selon le plan. Donc, ça met fin à la présentation. Je pense qu'on voulait y aller avec les questions par rapport à... Oui, merci à vous pour cette belle présentation. Mais d'entrée de jeu, avant d'aller à la période de questions, on doit vous dire que c'est un budget transitoire. Hein? Ça n'a pas été facile. On a travaillé plusieurs journées à faire ce deux tout le groupe ensemble. Puis les trésoriers aussi ont travaillé fort sur ce budget-là. C'était pas évident de mettre les deux budgets ensemble parce que, premièrement, il fallait qu'on se connaisse plus. Hein. Il faut qu'on connaisse les besoins de l'un et les besoins de l'autre plus. Puis de les vivre. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va faire un budget de base. On a fait ce budget-là, mais que l'optimisation va se faire tout au long de l'année. Ça veut pas dire que vous avez vu tous les projets d'investissement qu'on a. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est au budget qui va se faire. Généralement, les projets doivent se faire, mais la majorité des projets reviennent sur la table du conseil pour être adoptés en finale. Il y a des projets qui vont... On n'a pas rentré dans les détails. Là. Exemple, il y a des mises à niveau à l'aqueduc municipal qui doivent être faites dans un temps assez rapproché. Ça va se faire. Au niveau des égouts aussi, mais pour la majorité des projets, sont éligibles à des subventions, puis il y a des bonnes chances que s'il n'y a pas de subvention pour le projet qu'on veut faire, que le projet ne se fasse pas. Fait qu'on attend, mais au niveau politique, on a un travail important à faire, puis vous avez vu qu'on a fait un bout dans la dernière année, puis on ne lâchera pas de ce côté-là. Fait que ceci étant dit, Jean-François, oui? J'ai-tu le doigt? Non, j'ai le doigt. Je vais le prendre. Faut le dire aussi, là, comme c'est un budget transitoire, mais il y a une aide financière qui vient avec ça là, pour la transition. Puis le député Éric Lefebvre l'a annoncé la semaine dernière, 1,5 million par le PAFREM. Ça va nous aider à des choses qu'on n'avait pas... tout le long du processus, oui, il va y avoir l'optimisation, mais des fois, on va réaliser qu'on avait besoin de telle chose. Ben, le PAFREM est là pour venir nous supporter le PAFREM, c'est sur 5 ans, 3 ans? 3 ans. Donc ça, c'est majeur. On se cachera pas. Les derniers regroupements, c'était pour notre municipalité, c'était environ 900 000. Là, c'est 1,5 million. Puis le député a annoncé également un 2,5 millions de FRR qui va venir nous aider aussi à faire des ententes intermunicipales. Puis ce soir, on va adopter la convention d'aide. Pas la convention d'aide, mais le pouvoir de signature. Là. Mais ça, c'est à négocier avec le ministère. Donc ça, c'est des montants que, pas avoir été regroupés, on n'aurait pas eu le droit. Donc, puis ça, c'est un travail qu'on a fait en équipe d'aller chercher ça dans les programmes qui existaient au gouvernement. Oui, puis en plus... étant donné que la bonne entente aussi qu'il y avait dans les 24 derniers mois, même un peu plus, que s'il y avait 2 municipalités qui se mettaient ensemble, le FR Volet 4, là, qu'on était capable d'aller chercher 250 000 du projet, fait qu'on a présenté 9 projets pour aller chercher 1 575 000, Jean, ou à peu près. Fait que c'était des affaires importantes. Un des premiers projets, c'était comme le balai de rue qui a été subventionné à la hauteur de 250 000. Il y en a un paquet, là, comme engager notre ressource au RH. On n'a pas fait des dépenses pour dépenser. On a fait des dépenses parce qu'on n'avait pas le choix de l'investir dans le futur. Fait que ça, je pense qu'on est très responsable comme administration de l'avoir fait. Puis on a profité de l'occasion. Je sais que là, maintenant, le programme manque de fonds. Mais on a déjà sensibilisé notre député que ça va en prendre encore plus. Éric, il nous connaît. Hein, il va travailler pour qu'on puisse renflouer les coffres du programme. Ça, j'en suis convaincu. Dans ce programme-là, Plessisville était pas mal choyé. Le Grand Plessisville était pas mal choyé. L'érable. Dans l'érable, oui. Fait que...
Bienvenue à nos visiteurs. N'hésitez pas à poser des questions, c'est important. Vous avez vu, je sais que il y a une couple d'agriculteurs, vous avez vu les taux de taxation agricole. Je pense que qu'est-ce qui favorise aussi un taux comme ça, c'est que le taux résidentiel a monté beaucoup plus que le taux agricole, puis le taux forestier aussi a monté plus que le taux agricole. C'est ce qui a favorisé aussi, parce qu'on parle à peu près de 22% d'augmentation du taux de la valeur agricole, contre quasiment 30% de la valeur résidentielle et 38% de la valeur forestière. Fait que, la dernière évaluation, le dernier rôle d'évaluation, ça a été l'inverse. C'était l'agricole avait monté de 40% environ, puis en masse, puis le résidentiel un 20%. Donc là, ça a été un peu l'inverse dans le nouveau rôle. On a pu arriver avec notre taux varié qu'on avait dit qu'on allait faire à la paroisse. Là, on le fait avec le Grand Péché civil. Donc ça, c'est vraiment une action qu'on avait promis de faire. Puis je pense que ça répond aux attentes de l'UPA de l'érable, là, qui disait qu'il fallait que les municipalités mettent un taux varié, puis mettent un taux varié agricole. Fait qu'on a travaillé fort, on est fiers de vous présenter ce qu'on présente là. Si on se compare à d'autres municipalités dans la région, je pense que nos augmentations de taxes sont raisonnables avec l'inflation qu'on connaît, les taux d'intérêt et tout. Fait que gênez-vous pas si vous avez des questions. Monsieur Beausoleil. Monsieur Beausoleil. Oui, aujourd'hui, on s'adresse-tu à M. Desmaires ou à M. Les maires. Vous avez le choix. Choisissez celui qui veut avoir la bonne réponse. Ça se peut d'être Pierre Ganem, puis là... J'ai de la misère avec les consignes, le protocole, j'ai de la misère avec ça. Ma première question, ça va être... là, il a passé beaucoup de chiffres, là. Pour nous autres, moi, j'ai pas pris de notes, j'ai pas de papier pour ça, là. On va l'avoir sur papier, j'imagine, à quelque part. Là, la prochaine réunion, on va poser des questions concernant le budget. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'on s'attend de la graine du côté des entreprises, de l'ancienne paroisse, puis des commerces et entreprises, avec l'augmentation de cet ordre-là? On a, d'entrée de jeu, il y a même plusieurs mois, conscientisé les entreprises et les commerces. Là, on parle des commerces et des industries. On a conscientisé... on nous a parlé de ce qui s'en venait, là, parce que ils sont conscients. Actuellement, on n'a pas eu de commentaires, mais ils sont conscients que les taux vont s'harmoniser. Puis, où ça nous aide beaucoup, c'est qu'il y a une majorité de gens qui ont des commerces ou des industries dans paroisse qui en ont soit dans la ville ou dans une autre ville, qui payent déjà ces taux-là. Fait qu'ils voyaient la différence beaucoup des taux commerciaux et des taux industriels. Ils étaient déjà conscients de ça. Puis ces gens-là, je vais vous dire, dans une majorité, ils voulaient le regroupement. Là. Ces gens-là sont pro-regroupement, puis ils sentent que pour eux autres, c'est un plus important. Puis ils sont là-dessus. Mais actuellement, ben, c'est sûr qu'ils n'ont pas eu le compte de taxes. Ils vont les avoir prochainement. Mais une majorité sont conscients de ce qui s'en vient. Tantôt, je ne me rappelle pas de tous les chiffres, là. Est-ce que les entreprises, l'ancienne paroisse, est-ce qu'ils sont dans 5 ans pour attraper le 1,94 ou 2 piastres? Oui. Ils ont 5 ans? 5 ans. OK. Tous les taux résidentiels, commerciaux, industriels, logement, dans 5 ans, ils vont être harmonisés. Sauf pour la dette. Sauf pour la dette, oui. Même la dette. S'il y a un bâtiment, exemple, qui se bâtit dans l'ancienne paroisse, il va contribuer à payer l'ancienne dette de la paroisse. Il ne viendra pas sur la dette de la ville. La même chose pour la ville aussi. Si un bâtiment qui se bâtit en ville, il va payer l'ancienne dette de la ville. Les nouvelles dettes vont être ensemble, mais les anciennes dettes, s'il y a des constructions, chaque territoire va payer l'ancienne dette. Oui, monsieur Honoraire, monsieur... Oui, bonsoir. Bonsoir. Monsieur les maires et les conseillers. Mon nom est Jacques Rinette de Plessisville. J'avais quelques petites questions. Au niveau du rôle d'évaluation, le monsieur tout à l'heure parlait au niveau de la grogne. Les gens de la ville qui ont des maisons ordinaires, monté de 29%, si on tient compte, ces gens-là vont emprunter pour payer leur maison avec le taux d'intérêt qui est à 6-7%. Okay. Est-ce que vous avez tenu compte de ça, vous autres? Tout à l'heure, quelqu'un me disait que c'était la MRC qui faisait l'évaluation. OK? Alors, mais l'argent va où? Elle reste pas à la MRC, ça en vient à la ville.
OK, à quelque part, vous avez une part de responsabilité via la MRC. Vous allez avoir de la grogne tantôt, là. Je suis pas dans le jeu, moi, là. Okay? Ouais. J'ai déjà contacté des jeunes, entre autres, qui sont à 8 d'intérêt d'une maison. Et ils ont peur de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir tantôt, là. Et ce qu'il faut comprendre au niveau de l'évaluation municipale pour une municipalité, c'est une loi provinciale. On est régi par des lois provinciales. Dans notre MRC, oui, on a donné le mandat, les villes ont donné le mandat à la MRC de faire l'évaluation. Fait que la MRC, elle engage des évaluateurs agréés qui ont des normes strictes à suivre. Ces normes sont dictées là par une loi provinciale, puis ils sont vérifiés là-dessus. Fait que les maisons vont être évaluées, mais malheureusement, dans les normes, c'est pas marqué qu'on doit prendre en compte l'hypothèque d'une maison. C'est pas normé là-dedans, puis on peut pas, eux, ils peuvent pas déroger de la norme, puis nous non plus. Fait qu'on est régi par des lois. Je dis pas qu'on a les mains attachées là-dedans, là, mais on est régi par des lois qui sont strictes, puis on est vérifié là-dedans. On doit suivre la norme. Est-ce que c'est, je comprends très bien votre point de vue, là, en passant. Je le comprends, mais est-ce que c'est la meilleure méthode? Ça en est une. C'est pas nous qui a inventé la méthode de taxation, mais ça en est une qu'on doit faire avec. Par contre, la personne, qu'on comprend qu'exemple, la maison a monté de 20 ou 30 %, mais il y a quand même une augmentation importante. Si les maisons en Plessisville ont passé de 152 000 à près de 200 000, bien, il y a une augmentation de 50 000 $. Mais je comprends très bien les enjeux. C'est pas facile pour personne. Le taux d'inflation et le taux d'intérêt, on l'a nous aussi. Fait que, vous voyez, on a un budget de 21,3 millions. La ville, on était à 14, je pense. La ville et la paroisse, à peu près à 4 et Joanne, c'était 4 et... Fait que vous voyez, on a une augmentation d'à peu près 3 millions de dépenses. Puis il y a une chose aussi qui était bien importante à comprendre, ça peut-être par rapport à votre question, mais j'en profite pour en parler. Parce qu'on a fait un exercice qui est important à savoir, c'est que depuis 2016, à la ville de Plessisville, nos budgets ont continué à augmenter à tous les ans, tout le temps. Mais le 3/4 de l'augmentation budgétaire qui a été faite dans ces années-là, de 2016 à venir aujourd'hui, si on peut dire, a été payé par les nouvelles évaluations. OK? Quelqu'un qui a bâti une nouvelle maison, quelqu'un qui a bâti une nouvelle usine, etc. Fait que ça a été payé par les nouvelles évaluations. Puis ça, c'est important, le fait qu'on puisse se mettre ensemble et qu'on peut continuer à évoluer. Exemple, cette année, si je ne me trompe pas, ensemble, on est à peu près à 64 millions de permis, c'est-à-dire en 2023. C'est à peu près ça. 63 millions, comme on présentait tantôt. 63 millions de nouvelles constructions. Ça, c'est bien important parce que, historiquement, dans le passé, juste la ville de Plessisville, on avait à peu près entre 18 et 20 millions. Fait qu'on a multiplié ça par 3, puis ça, c'est important pour maintenir un taux de taxation plus bas. Je peux vous dire que si on n'aurait pas eu des nouveaux revenus, là, voyez-vous, on a augmenté le budget d'à peu près, c'est-à-dire les taxes à peu près de 3 %, plus ou moins 3 %, mais on a augmenté le budget de 3,3 millions. Fait que c'est bien plus que 3 %. Avec les nouvelles bâtisses. C'est ça. Surtout dans le parc industriel, là, la dernière année. Il y a eu des maisons, des logements, pas assez comme on aimerait en avoir, mais il y en a quand même eu un peu. Il y en a 48 ou 50, je pense, de nouveaux logements qu'on a eu. Mais c'est ça. Fait que les normes, on revient aux normes d'évaluation. C'est normé par le provincial, puis on doit suivre des normes strictes. Puis l'évaluatrice à la MRC, toute l'équipe d'évaluation doivent suivre ces normes-là. C'est ce qui se passe dans le Québec. Je veux juste préciser, parce que tantôt vous parlez de grogne, vous parlez de... Tu sais, moi, là, pas si longtemps que ça, j'étais assis dans la salle là, puis il y avait M. Gosselin qui était assis là, puis je posais des questions, parce que je voyais arriver qu'est-ce qui allait se passer si on ne créait pas de richesse. Parce que nous, on les faisait les graphiques, parce qu'avec Jonathan, on était dans la salle, puis on posait des questions à l'ancienne administration de la paroisse, puis on disait, s'il n'y a pas de création de richesse, c'est toujours le secteur agricole qui prend une bonne partie, toujours avec pas de taux variés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut s'asseoir ensemble, puis faire des partenariats, puis
créer de la richesse. Donc là, dans les prochaines années, je pense qu'on a tous les ingrédients pour faire un beau gâteau, on va se le dire. On va se créer de la richesse de façon intelligente, de la bonne façon. Pas, on se cachera pas là. On ira pas développer pour passer à 20 000 de population. On va le faire de façon transitoire, intelligente, structurée. C'est le mandat qu'on s'est donné. Par contre, votre gâteau, lorsque les jeunes vont les déguster, probablement qu'ils vont avoir un goût amer. Parce que, je m'explique, c'est qu'il y aura eu une augmentation d'intérêt. Moi, je connais des gens là, qui payent 600$ de plus que des maisons ordinaires. Des maisons de 250 000. 600$ de plus. De paiement par mois. Et là, on va arriver avec une augmentation d'évaluation de 29%. Oui, le taux est à 2,25. Mais là, elle n'est plus à 225. Elle est rendue peut-être à 275, 280. À 280. Et là, il va y avoir le compte de taxes, ça va être environ 3 500, 4 000, 4 200, 4 500, peut-être 5 000. Moi, j'ai de la peine pour eux autres. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour arriver? Ils n'auront peut-être pas le choix, peut-être de la vendre, ou... Ils pourraient renégocier leur prêt avec leur institution. Non, je pense on s'écarte-tu? Non, mais si on s'écarte, c'est correct, je vais arrêter. Parce que là, je pense qu'on ça fait peut-être mal aussi à entendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeune, le couple que vous parlez, qui a une augmentation de valeur de 30% de sa maison, il faut que vous regardiez le graphique de tantôt que je vous ai dit, il va avoir une augmentation de 2% de son compte de taxes. Donc, s'il payait 3 000 $ de taxes, ça va être 60$ de plus. C'est un film de mon cinéma. C'est ça, là. Fait que, tu sais, c'est pas parce que tu montes, c'est à ça qui servait les graphiques, c'est pas parce que ton augmentation de valeur foncière augmente de 30, on a abaissé les taux de taxation pour que ça fasse un effet uniquement de 2% sur le compte de taxes, comme vous avez pu voir tantôt, pour les gens qui augmentent de 30% pratiquement, de 29%. C'est pour ça que je vous disais que la moitié de la population résidentielle va avoir un gel de taxes ou une baisse de leur compte de taxes, puis l'autre moitié va avoir une hausse qu'on ne peut pas contrôler quand la MRC arrive, comme M. Fortier l'expliquait tantôt. Mais nous aussi, la Ville, on subit l'augmentation de nos employés qui veulent payer leur hypothèque. Les taux hypothécaires, nous autres, nous affectent dans nos emprunts, nous aussi. Comme M. Fortier l'expliquait, nos dépenses augmentent. Puis ce qui est important, quand Pierre Jean-François vous parle d'augmentation de richesse foncière, je vais juste vous faire un petit calcul. Tantôt, vous avez vu que 71% des revenus proviennent de la taxation. On va se mettre en tête un budget, pour que ça soit facile, rond, de 10 millions. Il y a 10 millions de dépenses dans une ville. Arrive une augmentation du coût de la vie de 5% sur ces dépenses-là. Donc, ça fait une augmentation de 500 000 l'année suivante. Si j'ai 70% de mes revenus qui couvrent ces 10 millions-là, ça veut dire que j'avais 7 millions de revenus de taxation. Si je veux couvrir 500 000 d'augmentation de dépenses avec mon 7 millions, je vais malheureusement être obligé de l'augmenter de 7% mon compte de taxes pour couvrir 5% d'augmentation de dépenses. Parce que les autres revenus, le 3 millions, les deux, c'est des revenus qu'on ne contrôle pas. Subventions gouvernementales, on l'a vu, taxation, des permis, des immatriculations. L'important, c'est là qu'arrive ce que Jean-François disait, les nouvelles richesses foncières qui se créent dans le parc industriel, qui sont taxées, vous l'avez vu aussi, plus haut qu'une résidence. Donc, on va chercher ces nouvelles évaluations-là, comme Pierre l'a expliqué, qui viennent nous permettre si on subit une augmentation du coût de la vie dans nos dépenses de 5, 6 ou 7, de pouvoir maintenir à 2%, de 2 à 3% notre augmentation de taxes. Je pense que c'est là l'effort que l'ensemble du Conseil a fait. Je disais que si l'augmentation des intérêts monte de X%, la Ville est cas. Ça, j'en conviens. Sauf que le citoyen aussi, il est cas. Parce qu'il lui aussi ses intérêts. C'est ça. Mais je pense que le Conseil a fait le maximum de ce qu'il doit faire en disant,
Parce qu'on va se le dire, là, on nommera pas de ville, mais il y a des villes autour, c'était 10 d'augmentation cette année des comptes de taxes. 5 pas trop loin. Et nous autres, ils ont fait un effort assez important pour, malgré le même coût de la vie que tout le monde a subi, que les autres municipalités autour, on l'a vu à Montréal, on pourra en parler, d'eux autres, Montréal, Québec, qui ont eu des hausses, puis que leurs citoyens ont les mêmes hausses de taux hypothécaires ou ces choses-là. Jean pourrait nous confirmer, mais la non-fusion de la municipalité et de la ville aurait probablement eu un impact à la hausse des taux de taxes, des taux de taxes. On se retrouvait avec des augmentations de taxes plus élevées si on ne fusionnait pas. Oui, mais par contre, on disait qu'on ne ferait pas ça avant, on va jouer là-dedans pendant 5 ans. C'est une rétrogradation qui s'en vient, là. Moi, je suis convaincu qu'effectivement, il y a des gens qui en souffrent. C'est quand je suis au RAP, ils me disent qu'ils ont 38 d'augmentation des demandes. Ça, c'est vrai, c'est véridique. Par contre, je suis convaincu qu'au Conseil, ici, on a fait le maximum pour limiter les dommages partout. Fait que c'est ça que je voulais rajouter tantôt. Juste en terminant, dans le fond, j'aime autant asseoir, dire ma façon de penser à vous autres, que vous êtes concernés, qu'au lieu de rester chez nous, d'aller cogner à la porte de mon voisin, la gang, l'hôtel de ville, c'est une gang de ci puis une gang de ça. Okay? Là, vous répondez à mes questions. Par contre, vous m'avez entendu. Moi, je fais partie des citoyens. Okay? Et je côtoie des gens régulièrement. Et c'est nos jeunes, entre autres, c'est leur crainte que leur taux d'évaluation monte trop. Puis là, ben, ils disent, ouais, c'est parce que là, on est pogné de la caisse puis de la banque, on est passé à 2, on est rendu à 8. Ils ont de la misère. Alors, c'est tout pour moi ce soir. Merci. Vous avez tout à fait raison, M. Pinette. Je rajouterais peut-être qu'on a un petit écart d'âge, je pense. Puis, votre génération avait connu ça, des hausses importantes de taux d'intérêt. Mais pour les jeunes, dont je fais partie, c'est une première aussi de voir les taux d'intérêt monter comme ça, fait que ça fait mal. Je veux juste te répondre au taux d'intérêt. En 73, quand j'ai acheté ma première maison, j'ai payé du 24 d'intérêt. C'est sûr qu'à 8, c'est un cadeau, là. Et pour les plus jeunes, ben, c'est une première de voir les taux d'intérêt monter comme ça parce qu'on a été gâtés dans les dernières années. Merci. En 80, monsieur, vous en rappelez, en 80, on a doublé. On a doublé. On a monté à 19-20 d'intérêt de cette année-là. On a doublé nos temps de maison en 80. Ma mère s'en rappelle. Moi, je m'en rappelle. Parce que pour avoir eu une maison ordinaire, à ce temps-là, je l'aurais vendue comme maison aussi. La première paye de prof, elle a été coupée de 20 C'est la PQ qui est au pouvoir. Ah, mais 20 100 000, c'est pas bien de ça. Oui, oui. Merci. Je fais une histoire courte en partant. On nous a démontré à l'église qu'on est allé voter que l'absolu n'existe pas. Et puis, il n'avait pas inventé la démocratie non plus. On va retenir. Moi, mes deux petites filles, une qui a une maison en campagne, une maison en ville. Une qui l'a achetée, l'autre elle l'a bâtie. Une qui est bien comptable, elle est bien proche de ses affaires. Fait qu'elle est allée contester son évaluation. Fait que pour se faire répondre que ça coûte 75$, puis ça ne va rien vous donner, madame. Tu la contestes, elle paierait 75$. Puis finalement, elle a été dévaluée de 80 000. Ça y fait un montant de taxe de 800$ par année, de moins. Elle ne s'est pas battue, là. Mais ce que c'est que je déclare? Que la réceptionniste ou celle qui répond, elle devrait dire, on va donner suite à votre demande, pas la décourager en partant. Ça, c'est un peu plat. Deuxième chose, quand à notre municipalité, avec notre monde agricole, avec nos beaux remboursements de taxes, de l'argent du garde-manger de la province, qu'on prend pour combler le manque à gagner des producteurs,
qui est épongé par l'ensemble de la population. Ça faisait un montant de taxe moins élevé. Ça donnait à manger à tout le monde. Et moi, ce que je voudrais, je l'avais fait sortir par la municipalité déjà, mais c'était que je voudrais avoir, au bout de l'année, l'année qui suit, le montant de taxe qui vient pour éponger l'agriculture, qu'on sache quel montant, parce que nous autres, avant ça, on avait un chèque, on payait, mais ça, c'est rentré direct à la municipalité. Que le monde soit conscient que si on avait à payer ces montants de taxes-là, bien là, le beurre, ça tout bien à 25 cents la livre de plus, je ne sais pas. Mais le monde ne sont pas conscients de ça. Mais la municipalité, la paroisse, les résidents de la paroisse, qui n'étaient pas agriculteurs, bénéficiaient d'une partie de cette éponge-là. Mais c'est parce que tout ça pour vous dire que le budget du ministère de l'Agriculture, qu'on se prive pour financer les municipalités, on n'avance pas dans l'agriculture. On n'avance pas dans notre relève. On fait rien qu'éponger pour soutenir ce stade, juste ce stade. Mais ça, je pense avoir une fin. Je pense avoir une fin, vraiment, là, parce que moi, j'ai connu quand les débuts du remboursement de taxes étaient de 15 millions. Ils sont rendus à 300, 400, 500 millions. Fait que c'est juste pour conscientiser le monde, là. Cet argent-là, qu'on devrait servir pour nourrir notre monde, elle sert un petit peu à tout pour abaisser votre compte de taxes. Et à l'administration. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, là, on démontre qu'on a cette volonté-là, cette valeur-là, que l'argent de l'agriculture serve à l'agriculture, qui arrête de financer les municipalités. Parce que, tu sais, je pense que on a 2,88 là. Puis si en 2018, l'agricole avait monté de 18,3 dans l'ancien territoire de Paroisse. En 2019, 9,7 2020, 9 2021, 13,1 2022, 10,5 2023, notre premier budget à nous autres, on pourrait dire, 7,8 puis là, on arrive avec une moyenne de moins 2,8 Je pense que ça montre notre volonté. On ne peut pas se faire reprocher ça. C'est la tarte, on se la sépare tout ensemble, toutes les autres unités d'évaluation. On a compris le message. On livre la marchandise. Là. Moi, quand j'ai été mis au courant de ces chiffres-là, parce que je suis agriculteur aussi, j'ai des terres dans la paroisse, fait que je suis allé voir mon érablière, comme j'avais monté, puis c'était important. Fait que là, on a compris le message. Le conseil municipal ici a le cœur à tous les agriculteurs. Fait que ce budget-là, on a pensé à vous autres beaucoup, on a pensé à tout le monde. Mais en particulier, il n'y a pas beaucoup de municipalités qui vont baisser les taxes agricoles de près de 3 En tout cas, si vous en trouvez, vous me direz. Là. Mais on a vu ce qui se passe ailleurs. Il y a des 10 d'augmentation ailleurs, puis voisins d'ici. Fait que on a travaillé fort. Mais je comprends ton message initial, là, que je le comprends très bien. J'accepte le commentaire. Mais on pourrait sortir le montant en fin d'année, mais je comprends ce que tu veux dire. Si je me permets, j'ai une autre chose. À l'Assemblée du 15, quand j'ai passé mon message, j'ai senti un goût amer de votre regard. De si loin que ça? J'avais de la misère à te voir, moi, normalement. Je t'entendais comme une fois, mais j'étais dans les lumières et j'essayais de te voir la face. Faut que tu me voies la face. Je veux vous dire que c'est pas à vous autres. Je m'en prends pas à vous autres. Mais tout ce que je me démarque et que je fais, c'est pour notre capital humain de notre municipalité. Puis ça, je trouve ça inacceptable. Inacceptable. Fait qu'à un moment donné, ben, il va falloir se parler parce que moi, je vais parler. Fait que, mais on s'en est déjà parlé pas mal. À un moment donné, il va falloir s'asseoir, s'en parler, parce qu'il y a un pétard à mèche qui va s'en aller.
Fait que quand vous serez prêts, faites-moi signe. Fais juste étirer la mèche, là, tu vas voir. Non, il n'y aura pas besoin d'exploser, je te le dis. Là. La mèche, on n'a pas besoin de gros, juste encore un petit peu. Mais tu me connais, je recule. Je recule pas. Exact. Puis moi, j'ai été bien franc, on a eu des discussions. J'entends ton cri du cœur. Oui. Le cri du cœur, là, il vient de plein de monde. Oui, mais. Puis moi, je fais juste. Urgent. On l'entend, là, puis on travaille. Puis faut respecter. Tu sais, nous autres, là, jusqu'où pas péter l'élastique. Ouais. Là, on est là. Fait que ça, il y a toute une stratégie derrière ça. Mais oui, je veux pas t'obtenir si tu as envie de péter ta. Non, je pense pas que ça va se faire. Mais je le sais. Donne-moi encore juste un petit peu de mèche. J'ai parlé au député puis je lui donne encore une chance. Parfait. Merci. C'est ça. Déchirez pas votre aile, M. Bourg. Porte pas la tête, tu le connais pas. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore la séance budgétaire. Pas la séance, mais il faut l'adoption du point numéro 2, oui. Oui, l'adoption des prévisions budgétaires. Proposé par Annick Héon et appuyé par Marc Morin. Le point numéro 3. Une copie comme citoyen de ces documents-là? Oui, c'est ces sites. Elle va être disponible sur le site Internet, là, mais on peut en faire une. Je peux aller en courant au photocopieur en bas. Parfait. Si on va faire quelques copies. Je peux aller au photocopieur, puis je peux vous en faire une couple de copies avant de partir. J'ai la mienne ici. C'est bon, merci. Je m'occupe de ça personnellement. Le point numéro 3, adoption du programme quinquennal. Valérie Desrochers propose. Valérie Desrochers propose, appuyé par M. Rémi Brassard. Le point numéro 4, c'est publication du budget. Je propose. Proposé par Christine Gingras, appuyé par Marc Gendron. OK. Est-ce que ça prend un proposeur secondaire pour fermer la période budgétaire? Non, tout simplement fermer la séance. Okay. On ferme la séance de période budgétaire à 9h01 et on commence notre séance publique. Généralement, au début de nos séances, on a toujours une période de réflexion. Fait que permettez-moi ce soir qu'on puisse offrir la période de réflexion à une ancienne mairesse, Mme Dussault, qui est décédée le 2 janvier dernier, qui était la première mairesse de l'ancienne ville de Plessisville, qui était mairesse de 1985 à 1993. Que les funérailles de Mme Dussault sont en fin de semaine, sont samedi prochain. Mme Dussault tenait beaucoup à voir le regroupement de Plessisville. Fait que le 1er janvier, elle s'est bien informée, c'était rendu en 2024, et si c'était vraiment le 1er janvier, puis si les deux Plessisville étaient vraiment regroupés. Fait qu'elle est décédée le 2 janvier au soir. Fait que on offre les sympathies à la famille. On va faire une courte période de réflexion pour Mme Dussault. Si tu permets, Pierre, je suis convaincue Oui. que Mme Dussault serait très ouverte à partager une période de réflexion. J'aimerais ça qu'on ait une pensée aussi pour la famille d'Ariane. Je vois M. Pinette d'ailleurs. Oui. Je pense qu'Ariane a touché beaucoup de monde à Plessisville, moi la première. Fait que pour sa famille, excusez-moi, je t'émotive, mais je pense qu'on pourrait l'inclure. Oui, absolument. C'est très bien dit. Puis oui, Ariane, les sympathies à toute la grande famille Pinette aussi. Alors, merci à tous. On va commencer notre séance publique. On commence avec une motion de félicitations pour l'organisation de la première séance du conseil municipal. Je pense que vous étiez quelques-uns présents à cette première séance-là. Et on remercie les organisateurs, organisatrices, pour ne pas les nommer, Christina Nourry, Laurie Sauvageau, Marie-Pierre Paquette, Justine, Dany, aidez-moi si j'en oublie. Marcel Bergeron. C'était vraiment une belle organisation.
Ça a été, on était contents, nous, les élus, de voir que ça intéresse autant de monde. On s'attendait peut-être bien 100-150 personnes, mais il y a eu tout près de 400 personnes. Fait qu'on comprend que la population était prête. Et merci beaucoup à ces gens-là qui ont organisé ça. Une deuxième motion de félicitations qu'on veut faire, c'est pour la vidéo du regroupement. Franchement, en tout cas, moi, personnellement, ce soir-là, je n'avais pas... je l'ai pas regardé comme il faut, là, parce qu'il était derrière nous, puis on savait que c'était pour être émotif un peu, mais un grand merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette vidéo-là. Il y a Marie-Pierre qui a fait les paroles. Il y a M. Alex Bergeron qui a fait la narration, qui est quelqu'un qui est natif de Plessisville. Il y a Christina et Laurie qui ont choisi les photos qui s'appliquent bien à chaque parole de cette vidéo-là. C'est une vidéo qui est historique. Vraiment, vous avez mis la barre haute. Et puis, est-ce que j'oublie les gens qui ont participé? Audrey Caron. Puis il y a aussi Guy Digner, aussi, comme on dit. Guy a participé. Fait que merci à tous ces gens-là. On continue avec le point numéro 3, dépôt de documents. Oui, donc on a 3 dépôts de documents ce soir. Le procès-verbal de la réunion de CCU du 15 novembre 2023. La lettre de démission du conseiller M. Jean-Philippe Nadeau, qui est datée de ce jour, ainsi qu'une demande auprès de la Régie des alcools pour un permis de bar à l'Inter G2 là, qui est déposé. Donc, c'est simplement d'en prendre acte. Et merci, Geneviève. Le point numéro 4, rapport de la directrice générale qui va être lu par Marie-Pierre. Oui, donc en remplacement de Mme Justine Fecteau, je vous dépose, M. le maire, le rapport de la directrice générale pour la période de janvier 2024. Donc, si on résume les faits saillants, c'est principalement touchant les ressources humaines. Donc, on a accepté l'embauche de Mme Sabrina Pardini au poste de commis à la bibliothèque à temps partiel. Et sinon, on parle principalement d'ajustements salariaux et de nominations qui font suite au regroupement de la ville de la paroisse, donc certains ajustements à l'organigramme et certaines intégrations à l'unité d'accréditation syndicale pour les employés pour qu'ils s'entraînent des changements au niveau des conditions de travail. Donc, c'est ce qui résume, là, en gros, le rapport de la directrice générale, M. le maire. Proposé par M. Marc Morin et appuyé par Joanie Bédard. Le point numéro 5, convention d'aide avec le MAMACH. Oui, donc c'est la convention d'aide dont vous avez discuté plus tôt. Donc, c'est en fonction du regroupement, étant donné que le regroupement consolidera la municipalité dans son rôle de ville de centralité et de pôle de service de la MRC de l'Érable. Attendu aussi que le regroupement implique une restructuration organisationnelle complexe afin d'assurer une diversité des services offerts par la municipalité. Donc, que la municipalité aura besoin de se restructurer et d'embaucher le personnel qualifié pour mener à bien cette restructuration. Attendu aussi les nombreux projets de services municipaux dans un objectif de consolidation et de développement de la nouvelle ville. Donc, la ministre souhaite soutenir le développement de la ville par un financement adéquat et adapté à la particularité du nouveau Plessisville. Donc, la ministre souhaite verser une subvention de 2,5 millions de dollars à la ville pour les exercices financiers allant de 2024 à 2026-2027. Donc, il s'agirait d'autoriser la directrice générale, Mme Justine Fecteau, à signer cette convention d'aide financière. Proposé, M. le maire. Proposé par Sylvain Baudouin et appuyé par Jonathan Dubois. Fait que cette subvention-là, si on peut dire, vient directement du ministère des Affaires municipales de Mme Laforêt. Elle vient d'une visite qu'on est allé la voir à Québec. C'était une visite, une bonne visite, si on peut dire. On se propose de retourner à voir. Un investissement. On est bien reçus. Le point numéro 6, reddition de compte pour le programme BRAP-BAM. Oui, donc il s'agit du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Donc, c'est simplement d'entériner et de confirmer la réalisation des travaux pour la reddition de compte finale. Annick Kéon propose. Proposé par Annick Kéon et appuyé par Belinda Drolette. Le point numéro 7, avis de fin de travaux pour la rue Dionne et Grenier. Oui, donc dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, c'est de confirmer que les travaux ont été réalisés après la date figurant pour l'aide financière. Donc, il s'agit d'autoriser la présentation de la reddition de compte et d'autoriser Vicky Labranche à signer tous les documents ou les ententes à avoir lieu avec le ministère des Transports.
Proposé par Martin Nadeau et appuyé par Christine Gingras. Le point numéro 8, c'est avis de fin de travaux pour Saint-Louis et Saint-Calix. Donc, c'est exactement la même chose dans le même programme d'aide. Il s'agit qu'on présente la reddition de compte pour avoir droit à l'aide financière et qu'on autorise Vicky à signer les documents pour le MTQ. Proposé par Marc Morin, appuyé par Marc Gendron. Point numéro 9, intention de réaliser le projet de réhabilitation de la rue Saint-Paul et Saint-Louis. Donc, dans ce dossier-là, encore le programme d'aide à la voirie locale qui nous a annoncé une aide financière maximale de 1 053 800 $ pour cette réhabilitation-là. On doit réaliser les travaux dans les 12 mois de la lettre, donc ça nous a amené au 16 novembre 2023. Donc, étant donné que les travaux ne sont pas achevés jusqu'à maintenant, on doit signifier à Mme Guilbeault notre intention de réaliser les travaux au plus tard dans les 24 mois. Donc, lui indiquer que l'échéancier sera du mois de mai au mois de novembre 2024 pour compléter les travaux. Proposé par Marc Gendron et appuyé par Valérie Desrochers. Point numéro 10, intention de réaliser le projet de la rue Saint-Édouard. Oui, donc dans ce dossier-là, c'est une aide financière de 2 071 438 $ qu'on devrait recevoir pour la réhabilitation de l'avenue Saint-Édouard. Encore une fois, les travaux n'ont pu être achevés là, à l'intérieur de la période requise pour l'aide financière. Donc, c'est de signifier notre intention de réaliser des travaux au plus tard en décembre 2024 et d'annoncer que l'échéancier sera là, du mois de mai au mois de novembre 2024. Proposé par Mme Gingras et appuyé par M. Baudouin. Fait que les deux derniers points, vous voyez que ça a été hautement subventionné. C'est important. Si on n'aura pas eu de subvention pour ces deux rues-là, on n'aura pas fait les rues. On atteint les subventions, sinon on ne les fait pas. Ce qui permet de garder un compte de taxes d'une augmentation de façon raisonnable, si on peut dire. C'est important qu'on fasse nos rues, sinon, déjà en 2024, c'est beaucoup plus cher qu'en 2018-2019. Fait qu'il ne faut pas attendre encore parce que ça va juste coûter plus cher dans les années prochaines. Le point numéro 11, modification de la modification de la politique 20, le remboursement des frais de non-résidents. Petite coquille qui sera corrigée. Donc, c'est de modifier cette politique-là sur les remboursements de frais de non-résidents pour que les personnes aient, afin de la clarifier, pour que les citoyens aient 1 an à compter de l'émission de la facture pour réclamer leur remboursement de frais. Donc, si par exemple, une facture est reçue le 23 novembre 2023, la personne aura jusqu'au 23 novembre 2024 pour déposer là, sa réclamation de frais de non-résident à la Ville. Je propose. Proposé par Annick et puis appuyé par Jonathan Dubois. Le point numéro 12, subvention de tournoi provincial M11 des Jardins de Plessisville. Oui, donc, suivant une demande là, du tournoi, ils ont fait la gestion du bar de la passerelle lors du tournoi qui a eu lieu du 24 novembre au 3 décembre 2023. Donc, c'est de leur remettre les profits qui ont eu lieu au bar qu'ils ont géré, qui représentent un montant de 3 727,04 $. Je propose. Proposé par M. Morin et appuyé par M. Baudouin. Point numéro 13, contrat de travail de la trésorière adjointe. Oui, donc, suivant le regroupement, il s'agit là d'honorer les conditions de travail qu'avaient les anciens employés du territoire de la paroisse. Donc, c'est d'honorer les conditions de l'ancienne directrice adjointe de la paroisse et d'autoriser la directrice générale, Justine Fecteau, à signer le contrat de travail de la nouvelle trésorière adjointe, qui sera un contrat à durée indéterminée et qui sera rétroactif au 1er janvier 2024. Je propose. Proposé par M. Rémi Brassard et appuyé par Véronique. Le point numéro 14, arrimage des salaires des employés des travaux publics. Oui, donc, encore une fois, suivant le regroupement, la... Oui, moi, je voulais juste dire que je me retirais pour ce vote-là. Tout à fait, c'est noté. Donc, suivant le regroupement, la loi sur l'organisation territoriale prévoit que tous les employés des municipalités demanderesses doivent conserver leur traitement, leur ancienneté, leur avantage social. Cette loi-là a pour but, en fait, de faire en sorte que quand deux municipalités décident de se regrouper, ça ne doit pas se faire au détriment de leurs employés. Donc, les employés conservent le même traitement. Considérant aussi que les employés qui étaient au travail public à la paroisse ont intégré l'unité d'accréditation syndicale automatiquement de la Ville au 1er janvier 2024, la Ville a tout de même l'obligation d'honorer les conditions de travail qu'avaient ces employés-là avant le regroupement, malgré le fait qu'ils aient joint le syndicat. Donc, à ce jour, aucune entente officielle n'est intervenue avec le syndicat pour la période de paix 2024.
Donc, il s'agirait d'arrimer les salaires des opérateurs de machinerie aux travaux publics qui forment maintenant une seule et même équipe depuis le 1er janvier 2024. Donc, ça serait de modifier la convention collective pour que les opérateurs machinerie aux travaux publics aient tous le même salaire horaire qui était celui des employés de la paroisse. Proposé par Marc Morin et appuyé par Jonathan Dubois. Arrimage des salaires des employés de bibliothèque. Donc, exactement la même situation avec les employés de la bibliothèque. On avait des employés qui n'avaient pas le même traitement, qui ont joint l'unité syndicale, donc afin d'honorer les conditions de travail qui ont été acquises préalablement là, par les employés de l'ancien territoire de la paroisse. C'est de modifier la convention collective pour que le taux horaire des commis de bibliothèque soit celui qui prévalait à la paroisse. Je propose. Proposé par Mme Gingras, puis par Mme Desrochers. Arrimage, prime de déneigement. Oui, donc dans la même veine, toujours les primes de déneigement. La convention collective prévoit présentement des primes de déneigement spécifiques qui sont applicables au milieu urbain. La réalité du déneigement en territoire rural permet difficilement l'application du mécanisme qui est déjà prévu par la convention collective. Donc, c'est d'exclure cette prime-là et de conserver la prime qui avait déjà lieu pour les employés de la paroisse dans le territoire urbain, donc dans le territoire rural, pardon. Donc, de faire en sorte que les 4 employés de la paroisse qui étaient touchés par cette prime-là conservent leur prime, puis que ceux de la ville puissent avoir leur prime à eux de leur côté aussi. Proposé. Moi, je me retire du vote aussi pour ce point-là. OK. Proposé par M. Baudouin. J'appuie. Et appuyé par Annick. Merci. Nomination de, point numéro 17, la nomination d'assistante greffière. Donc, c'est de nommer Mme Caroline Grégoire et Nathalie Fournier à titre d'assistante greffière pour exercer la charge de greffière en cas d'absence ou de vacances. Proposé par Marc Gendron, appuyé par Joanny Bédard. Le point numéro 18, autorisation de délivrance des constats d'infraction de circulation et stationnement. Oui, donc c'est d'autoriser M. Robert Provencher, qui est le directeur à la gestion des actifs et responsable des bâtiments, à pouvoir délivrer pour la ville de Plessisville des constats d'infraction pour des infractions au Code de la sécurité routière et également pour tous les règlements qui sont adoptés en matière de circulation et ou de stationnement. Proposé par Valérie Desrochers et appuyé par M. Baudouin. Le point numéro 19, avis de motion au règlement sur les taxes et compensations 2024. Donc, c'est simplement donner l'avis de motion pour le règlement sur les taxes et compensations qui seront imposées aux citoyens pour l'année 2024. Je donne l'avis de motion. M. Morin donne l'avis de motion. Le point numéro 20 et le dernier, adoption des règlements 001-24 et 005-24. Donc, 5 règlements qu'on adopte ce soir. Le premier qui est sur la publication des avis municipaux. Le deuxième pour les règlements sur la gestion contractuelle. Le troisième pour la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme. Le quatrième, c'est le règlement uniformisé concernant les animaux. Et le cinquième, c'est le règlement sur la tarification des biens et des services pour l'année 2024. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé par Valérie Desrochers et appuyé par... Excusez-moi. Annick et on... Juste une fois à soir, c'est bien, Pierre, c'est bon? Parce qu'il faudrait la changer de place. C'est assez plus proche. Je propose qu'elle soit assise entre vous deux. Ah, ouais. Puis appuyé par Rémi Brassard. C'est ce qui termine les points pour ce soir. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on faisait la période de questions au début. Fait que là, je l'ai oublié, mais étant donné qu'il y avait eu des... On va la faire. On est habitué avec d'autres questions. Oui. Allez-y, Normand. Puis, oui. À l'édifice du ministère des Transports, l'entrée de la ville, là, il y a des conteneurs. Là. Je ne sais pas si, j'espère qu'ils ne démoliront pas le garage que là. Hein? Il y a une deuxième vie à donner à ça. Oui, il y a une deuxième vie à donner à ça. On est au courant. Il y a un projet qui s'en vient. Ils sont en train, possiblement, de faire 200 forages pour connaître la nature du terrain. On sait ce que c'est un garage, du terrain contaminé. Mais on est au courant du projet. Ça ne disparaîtra pas de même. Là. Non, ça ne disparaîtra pas, c'est sûr. Parce que les autres bâtiments ont disparu à un moment donné. Puis... Non, bien, pas celui-là. OK. Pas celui-là. On est sur un certain projet là-dessus, puis on suit l'affaire de très près. Oui, j'espère. Parce que moi, j'ai déjà visité ça, c'est des installations dedans. Oui, ça a une belle valeur. Merci, vous avez vu clair. Oui,
Ça fait longtemps qu'on a l'œil dessus, mais là, il y a du nouveau depuis une couple de mois. Oui, Donald? Moi, je travaille à l'Arena les fins de semaine. En fin de semaine, j'étais là samedi soir. Il y a eu un accident, une dame qui a eu une rondelle à côté de la figure. Ça a fendu, ça a ouvert. Puis, tout ça pour vous dire que, à l'instant que ça est arrivé, on a voulu avoir une civière. On a voulu avoir un rencard. Le rencard qui était installé à l'heure actuelle, il est à l'autre bout de l'Arena, au fond. La nouvelle arena, la nouvelle place qui était installée depuis qu'elle était agrandie, OK? Maintenant, quand ils ont sorti la civière de là, elle ne passait pas entre le mur et la pente en arrivant à la Zamboni. Donc, elle devait revirer de bord, la position de la glace, la venir passer par la grande porte de la Zamboni, puis monter après ça en haut, de l'autre côté. Ramasser la madame, la ramener sur ce même bord-là, puis la passer par la grande porte de la Zamboni pour sortir dehors, dans l'ambulance. C'est chouette. C'est très chouette. Deuxième chose, OK? Ça, c'est pas correct que la civière ne passe pas là, c'est garanti, hein, d'un. De deux, s'il arrive quelque chose au restaurant en haut, une infraction, peu importe quoi, il faut que la civière s'en aille là. Tu la prends à l'autre bout de l'arena, puis tu la mènes en haut à l'arena au deuxième étage. C'est encore assez drôle aussi, là. À partir de là, si la personne est vraiment inconsciente, pour la sortir de là, l'ascenseur que là est trop petite pour mettre le lit dedans. Elle rentre pas. Pour la laisser. Donc, il faut que tout soit descendu par des marches. À partir du troisième étage, il y a trois escaliers de dans le bord. Qui est responsable d'un accident comme ça à l'arena? La question est posable. On peut pas te donner la réponse aujourd'hui. Non, mais je pense que si quelqu'un, tantôt se pose la question, parce que s'il arrivait quelque chose, là, puis que la civière est trop loin, ou elle n'est pas capable de passer, ou elle n'est pas capable de rentrer ou sortir, il y a quelqu'un avant tout qui va se faire taper les doigts. On va regarder les mesures de sécurité là-dessus, c'est certain. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on se propose de revoir le plan de mesures de sécurité pour la ville très prochainement. On est conscient que... Mais ça a été proposé. D'amener le commentaire. Ça a été proposé ou si c'est la première fois que c'est proposé que c'est amené, ça? Moi, c'est la première fois que j'entends parler. Je ne sais pas si Sylvain peut dire ça. Merci d'en être compte, parce que c'est quand même bon léger. Parce que ça arrive samedi soir, puis c'est ça. Tout le monde était là. Ça bouge plus, ça passe plus nulle part. OK. Merci d'amener le point. On va regarder ça de près. C'est l'occasion de prendre un petit temps et de faire des mesures d'urgence. C'est ça. Puis dans le PTI, on met un montant aussi pour les portes extérieures de l'aréna. Donc, pour faire, il y a comme c'est surélevé là, de la pelouse. Puis l'année passée, il y avait eu un incident aussi pour sortir. Là. Les portes extérieures, le bout, de côté, oui. De côté, là. Ça, les portes, il y a quelqu'un qui vous a demandé de mettre une sirène là-dessus? Un alarme dessus? Personnellement, non, parce que c'est ma première séance chez la ville. Là, c'est la première fois, maintenant, en place. Parce que ce qui arrive aussi, là, quand on travaille là, puis qu'il y a du hockey comme il y a eu samedi soir, les têtes puis l'autre extérieur qui viennent, ce que le monde font, ils prennent de la bière, ils la mettent vis-à-vis de cette porte-là. La partie adresse, elle se barre là, donc ils s'en vont pour s'asseoir de l'autre côté. Puis qu'est-ce qu'ils font? Durant la partie, ils rouvrent la porte, ils vont chercher une bière ou deux, mettre dans leur poche. On ne peut pas les contrôler, les bières qui rentrent là, c'est impossible. C'est impossible. Il faut les contrôler. Il faut les contrôler, mais on ne peut pas les contrôler comme ça. Organiser. Si ces deux portes-là avaient un bazar dessus, pour quand ça rouvre, que ça revenait un cri à ça donne un but à la perce. Hey! Ça donne un but. Je te jure que le gars qui rouvre la porte, lui là, il fait attention. Hein? Ouais, on va regarder ça. On va regarder ça, c'est sûr. Parce qu'il y a une entente avec le NAPIS à ce niveau-là qui doit fournir des équipes de sécurité et contrôler les sécurités. Fait que c'est ça. Oui, c'est vrai ça. Parce que la responsabilité viendrait quand même à la ville du fait qu'il y avait des boissons non identifiées. Puis ça pourrait mettre le permis de boisson. C'est sérieux. Bien dit que ça. Bien dit que ça. Bien dit que ça. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, on va te l'ouvrir. Oui, M. Gosselin. Concernant M. Nadeau, rappelez, je crois, qui s'est retiré. Oui. Qui arrive avec la représentation de son district, il n'y a plus personne. C'est toutes nous autres qui prennent la responsabilité. Ce qu'on avait dit dans l'étude, c'est qu'au minimum, on veut qu'il reste trois élus, 3 conseillers, conseillères de chaque ancienne municipalité. Au minimum. Mais tout le monde a été élu selon des conditions. Donc,
n'y a pas personne qui est obligé de démissionner, mais il y a une possibilité de démissionner, ce qu'on avait mis dans l'étude. Fait que cette possibilité-là dure jusqu'au 31 janvier, avec une prime qui équivaut à peu près à la moitié de ce qu'il aurait gagné pour les mois qui restent. Fait que, il s'est prévalu de ça. Puis Jean-Philippe avait beaucoup à cœur le regroupement. Ça fait plusieurs années qu'il était là pour le regroupement. Puis il est très satisfait actuellement. Puis on comprend aussi qu'après 14 ans, ben, il a donné. Fait que non, au minimum, on prend tous la responsabilité de tous les citoyens. On est rendu une seule grande ville. Puis il n'y a pas de districts qui sont orphelins, si on peut dire. On va s'occuper. Jean-Philippe, il y avait le district centre-ville aussi. Puis juste pour préciser, là, le vote de Jean-Philippe revient au maire de l'ancienne ville. Donc pour garder une équité dans les votes tout le long du processus. Donc disons il peut y avoir des démissions jusqu'en 2025, là, mais s'il y a un élu qui part, c'est le maire de l'ancien territoire qui prend le vote là, pour garder cet équilibre-là, pour pas qu'on soit désavantagé une municipalité ou l'autre. On a passé pas mal de temps à réfléchir à ça. Pas mal en détail. J'espère qu'on n'a pas fait d'erreur. Je voulais vous féliciter aussi d'avoir adopté une taxation distincte pour l'agriculture. Ça, c'est très important, ça. C'est un projet, ça existait dans certaines municipalités. Là. La Pécivelle, on n'avait pas ça. Fait que c'est bien, c'est bien. Merci beaucoup. On va le prendre. Je sais que vous êtes critique, mais on va le prendre. Un critique constructif, ça j'aime ça. Ouais. Merci, M. Gosselin. Merci. Puis regardez ça, puis on vous invite. La prochaine séance publique, c'est le 5 février. 5 février. Ça va être à mon tour. C'est ça. Je suis comme ça se passe un peu. Là. Je devrais être pas si pire. Et bienvenue. Vous êtes ici dans le Grand Plessisville. Puis on aime avoir les agriculteurs. Nous, je sais pas, c'est bien qu'on n'était pas intéressant. On avait rien à voir ça. C'est parce qu'on représente tout le monde aussi, hein, oui, autant l'agriculture que le milieu urbain. Oui. Oui. Je trouve ça absurde. Absurde, pas vous autres, là. Je commence à avoir peur. De voir un budget aussi de prestance, puis pas avoir de présence. C'est désolant. C'est pour ça que je disais à mes copains tantôt, moi j'ai siégé à Paroisse pendant 11 ans comme conseiller. Puis dans les 11 ans, les 11 ans, il y a deux fois, il y a eu 2 personnes de présentes au budget. Puis je disais au monde, là, au budget, c'est là que vous avez de quoi à dire. Mais non, après ça, là, il y a qui critiquait, etc. Mais c'est la place, c'est la place pour le dire. Puis je suis vraiment désolé de ça. Puis même chacun, même vous prenez votre temps pour représenter le monde, etc. C'est un quel folklore, oui, là. On a fait ça de folklore, là. La parade en avant, là, de tout l'ouvrage que vous faites en arrière, là, le temps que vous mettez là-dedans pour préparer tout ça, vous avez mis des heures et des heures, là. Mais les gens sont pas conscients de ça, parce que moi en étant au conseil, on a sorti, c'était pas gros comme ça, là. On a sorti des fois à 1h du matin, puis le lendemain matin, tu tires les vaches à 5h, là, puis t'es pas en fin de semaine, là, c'est ça, je voulais mon chapeau, bravo. Mais je trouve que la voie publique, elle n'est pas là pour supporter tout ce monde. Mais bravo pour tous. Merci. Merci de ton commentaire, puis je profite de l'occasion pour remercier toute l'équipe de la trésorerie qui ont fait un travail exceptionnel. Donc, c'était pas évident de mettre ça ensemble, les deux budgets, là. Ils ont travaillé fort. Merci à Joanne, merci à Carl, merci à Jean. Il a fait beaucoup d'heures là-dessus, puis beaucoup de travail. Fait que si on a un budget comme celui-là, nous ici, là, on a eu combien de séances qu'on a eues sur le budget? On a eu 3, sinon 4. Pose pas la question à ma blonde, on va dire beaucoup. beaucoup. Et on se grattait la tête. C'était pas évident de mettre ça ensemble, mais on s'est dit, regarde, on va le mettre ensemble, puis on va l'optimiser tout le long de l'année. C'est pour ça. Mais merci pour votre travail. On comprend la complexité de tout ça. Plus qu'on travaille dedans, plus c'est complexe. Merci. Ouais.
Fait que, ceci étant dit, je mets fin à la séance publique à 21h28.